On définit le vert-de-gris, ou son synonyme, verdé, comme, je cite, une sorte de rouille verte qui se forme à la surface des objets de cuivre lorsqu'ils demeurent quelque temps exposés à l'action de l'air humide. Le vert-de-gris est un carbonate hydraté de cuivre. Le vert-de-gris est un poison. Il se dit également acétate basique de cuivre. En tout cas, c'est la définition qu'en donne l'Académie française. Mais en réalité, derrière ce nom se cache une histoire et des sens multiples. Les premières traces de peinture verte démontrent une origine égyptienne. Des archéologues ont découvert dans des tombes des vestiges de peinture à base de malachite, un pigment minéral vert clair, naturel, ou encore de chrysocole, un silicate de soufre. Il faut néanmoins attendre l'Antiquité grecque et le développement de son art pour découvrir les premières traces de vert-de-gris dans la peinture. Ce pigment minéral, prisé pour sa couleur de qualité, bien plus profonde que celle de la malachite, est d'ailleurs pendant longtemps appelé viridé grecum, soit vert de Grèce. Si ce pigment se forme naturellement dans les mines de cuivre par oxydation du métal, qu'on retrouve notamment à la surface de la Statue de la Liberté, les Grecs développent néanmoins des techniques pour le produire chimiquement. Ces techniques seront également reprises par les Romains pour la peinture des fresques. Pline nous donne, en l'an 77 de notre ère, pas moins de 3 recettes, associant toutes le cuivre au vinaigre ou au marc de raisin. Il écrit dans Histoire naturelle, livre 34, chapitre 26. Il se prépare de plusieurs manières. Tantôt on le détache tout formé du minerai, dont on tire le cuivre par le feu. Tantôt on perce le cuivre blanc, on le suspend dans des tonneaux sur du vinaigre. Ces tonneaux sont fermés avec un couvercle de cuivre. Le vert-de-gris ainsi obtenu est bien meilleur que celui que donnent les écailles. Quelques-uns plongent des vases de cuivre blanc dans des pots de terre remplis de vinaigre, et ils raclent au bout de 10 jours. D'autres les couvrent de marc de raisin et ils raclent après un nombre pareil de jours. D'autres arrosent de vinaigre la limaille de cuivre et la remuent plusieurs fois par jour avec des spatules jusqu'à dissolution complète. Les Grecs semblaient ainsi avoir assimilé la formation du vert-de-gris, nommé aureca chez les Latins, par contact du cuivre avec du vinaigre, ainsi que le processus de rouille du métal. Théophraste nous donne une recette similaire dans le chapitre 65 du livre des pierres. Il écrit « On place du cuivre rouge sur de la lie de vin et on enlève le dépôt qui se forme dessus. Ainsi disposé, il prend naissance. » Dans le chapitre 12 du livre 7 de De Architectura, Vitruve, architecte romain, propose la synthèse du vert-de-gris par trempe du cuivre dans un pot de vinaigre. La rouille verte formée à la surface du cuivre est récupérée et alors utilisée comme pigment, parfois additionnée de marbre pour appuyer sa couleur, comme le préconise notamment Pline, ou encore Héraclius dans le chapitre 17 du livre 2 de son traité De coloribus et artibus romanorum. Nous nous sommes inspirés de ces recettes antiques pour tenter, nous aussi, de fabriquer du vert-de-gris. Nous avons ainsi mis en place 3 petites expériences inspirées des conseils de Pline. Nous avons préparé des lamelles de cuivre en les ponçant. Nous avons ensuite préparé 2 solutions, une contenant seulement du vinaigre et une seconde contenant du vinaigre et du chlorure de sodium comme catalyseur de la réaction. Nous avons plongé une lamelle de cuivre dans chacune des solutions contenues dans les bocaux clos. La 3e expérience a consisté à positionner du cuivre au-dessus de la solution de vinaigre, le tout sous un bécher, afin d'observer si les vapeurs de la solution ont un effet sur le cuivre et si l'on voit apparaître du vert-de-gris à sa surface. Même si les peintres grecs et romains ignoraient notre chimie moderne, il est intéressant de se pencher sur la réaction mise en place dans ces 2 synthèses. Nous avons donc cuivre plus vinaigre est égal à vert-de-gris. Pour rappel, le vert-de-gris est un acétate de cuivre, de formule CuCH3COO2. Il s'agit ici d'une chimie redox qui met donc en place un transfert d'électrons entre les espèces chimiques, laissant à la fois intervenir l'eau comme oxydant, receveur d'électrons, et comme réducteur, donneur d'électrons. D'une part, le cuivre est oxydé. Nos 2 demi-équations sont donc cuivre est égal à ion cuivre plus 2 électrons et 2 ions hydrogène plus 2 électrons est égal à dihydrogène. Ici, on remarque que l'ion hydrogène représente la forme de l'eau. Notre première équation redox est donc Cu plus 2H+, est égal à Cu2+, plus H2. Parallèlement, la molécule d'eau va réduire la molécule d'acide acétique, composant principal du vinaigre. Les 2 demi-équations sont donc CH3COH plus E- est égal à CH3CO- et H2O est égal à H3O+, plus E-. Et l'équation redox est donc CH3COH plus H2O est égal à CH3CO- plus H3O+. Si on écrit la totalité de la réaction qui se déroule pendant la synthèse, on obtient 1 mol de cuivre plus 2 mols d'ion hydrogène plus 2 mols d'acide acétique plus 2 mols d'eau est égal à 1 mol d'ion cuivre plus 1 mol de dihydrogène plus 2 mols d'ion acétate plus 2 mols d'ion oxonium est égal à
1 mol d'acétate de cuivre, plus 1 mol de dihydrogène, plus 2 mol d'ion oxonium. Telles sont donc les réactions chimiques qui sont mises en place dans la synthèse antique du verre de gris, telle que l'explique la chimie moderne. Si nos ancêtres ignoraient ces mécanismes, il apparaît néanmoins que le verre de gris, ou verre de Grèce, ou encore auréka, était une couleur prisée dans l'Antiquité, puisque très mentionnée dans la littérature traitant de la peinture. Si les vestiges actuels sont pauvres en peinture significative, on a tout de même pu identifier du verre de gris dans les fresques à Pompéi, au sud de l'Italie. Platon fait même mention du verre de gris dans son ouvrage Timée, lorsqu'il développe sa thèse sur la composition de la matière. Il énonce dans ce passage sa vision de l'or comme eau solide, pure. Lorsque cet or est altéré par l'élément terre, il devient du cuivre. Puis Platon écrit « La proportion de terre qui y est mêlée apparaît seule à la surface quand par l'effet du temps les deux substances se séparent l'une de l'autre. Elle s'appelle verre de gris. » Ainsi même, Platon, loin d'être peintre, connaissait l'existence du verre de gris et l'incluait dans son étude de la matière, ce qui souligne bien l'attention portée dans la civilisation gréco-romaine à ce pigment. Comme précisé auparavant, l'histoire du verre de gris commence dans l'Antiquité. Pline, dans Histoire naturelle, explique que souvent le verre de gris a été utilisé en tant que pigment. Suite à des recherches, il a été établi que des fresques antiques retrouvées à Rome et à Pompéi contenaient du cuivre, sans qu'on sache si ce pigment utilisé était du verre de gris ou de la malachite. Au Moyen-Âge, à la Renaissance et pendant la période baroque, on observe un usage régulier du verre de gris. Il est souvent mentionné et employé en Europe par des peintres. Michel Pastoureau, dans son ouvrage « Vert, histoire d'une couleur », va jusqu'à affirmer que le Moyen-Âge est la grande époque du verre de gris. À partir du XVIIIe siècle, il est remplacé au profit d'autres pigments car il se trouve poser plusieurs problèmes. Comme nous l'avons vu, le verre de gris, s'il n'était pas récupéré directement dans les carrières de cuivre, était fabriqué chimiquement à partir de vinaigre. Cependant, l'influence de l'acide acétique sur le papier pouvait s'avérer néfaste. Les pages de certains manuscrits se sont retrouvées abîmées, voire trouées, là où la peinture verte avait été appliquée. Déjà, au 1er siècle, Pline écrit « Le papyrus noircit immédiatement dès qu'on y applique du verre de gris ». Le pigment vert agit également avec son liant. Lorsqu'on l'applique avec de l'huile, son vert brillant se trouve altéré. Jean-Félix Wattin, au XVIIIe siècle, écrit dans L'art du peintre d'Horreur vernisseur « Il faut en mêler le moins qu'on peut avec les couleurs à l'huile car il les fait foncer quand on les vernit et les fait jaunir quand on ne les vernit pas. L'action du verre de gris est tellement puissante qu'il peut affecter jusqu'aux couleurs autour de lui. Ainsi, aucun auteur de traité de peinture ne recommande de le remettre en contact avec du blanc, que ce soit du blanc de plomb ou de la chaux. En 1620, le Suisse Théodore Turquet, de Mayren, écrira notamment dans Pictoria Sculptoria et Aquae Subalternum Artium, le verre de gris est tellement ennemi des autres couleurs qu'il les tue toutes. Ainsi, ces propriétés nocives du verre de gris et sa faible durabilité sont connues dès le Moyen-Âge. Il convenait donc d'obtenir des peintures vertes à partir de nouveaux pigments. Ainsi, la malachite était utilisée, bien que d'un vert beaucoup moins riche, de même que certains pigments végétaux comme le vert iris, qui a été décrit par Wattin comme une espèce de pâte ou de fécule verte qu'on tire de la fleur de l'iris. Enfin, des mélanges de pigments pouvaient être envisagés, comme l'alliance du jaune hors-pin et du bleu outre-mer, comme préconisé par Cennino Cennini dans son traité de la peinture de 1437. Si le verre de gris présente quelques inconvénients, il reste néanmoins mentionné dans les traités de peinture, notamment celui de Cennino Cennini au XVe siècle, qui en décrit également la synthèse. Léonard de Vinci, dans son traité de la peinture, déconseille quant à lui de l'utiliser, mais il semble réapparaître dans les tableaux de la Renaissance. Les analyses montrent néanmoins qu'il a été rarement détecté dans les œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles, et qu'il a progressivement disparu des palettes des peintres. Le verre de gris ne cessera pourtant, du Moyen-Âge à aujourd'hui, de susciter l'admiration des peintres qui savent le manier, de par sa couleur intense et riche. Dans sa première leçon du manuel des jeunes artistes et amateurs en peinture, de 1827, Bouvier écrit « Rien n'égale la splendeur des verres qu'on obtient par ce moyen. » Et il parle du vert le plus brillant possible, pour des plumages d'oiseaux, des papillons, des vitraux d'église, des draperies de soie ou de velours. Une étude de Hermann Kuhn sur l'usage du verre de gris nous propose une série d'œuvres qui ont été analysées. Les procédés employés sont la spectroscopie infrarouge ainsi que la microscopie. D'autres ouvrages expliquent que le verre de gris a été retrouvé dans le célèbre moule à galettes de Auguste Renoir et le tableau de Paul Cézanne, La maison du pendu. Pour comprendre ce que le verre de gris représente, il est intéressant de se pencher sur la période pendant et après l'occupation. À cette époque, l'expression verre de gris prend une toute autre connotation. Il est utilisé pour désigner l'uniforme du militaire allemand, et par extension, le militaire en lui-même. Ainsi, on retrouve de nombreuses occurrences de l'expression vert de gris en ce sens. Par exemple, dans Le Groom vert de gris, un album de BD de Spirou et Fantasio,
Ou dans un autre registre, l'auteur français Philippe Kerr a choisi Vert de gris comme nom pour un de ses romans policiers, Thriller, publié en 2012. Un titre qui fait écho à l'uniforme vert de gris, mais également à la toxicité de la substance. En recherchant les occurrences du vert de gris dans le grand corpus des littératures, on observe qu'il a été employé au 19e et 20e siècle par de nombreux auteurs. Ainsi, des auteurs comme Balzac, Victor Hugo, Maupassant, Voltaire ou Émile Zola en faisaient usage dans des contextes et pour définir des choses assez différentes. Ainsi, l'expression vert de gris est utilisée à son premier sens pour désigner la rouille formée sur le cuivre, mais de ce terme dérive l'expression d'une couleur, notamment dans un contexte poétique. On relève par exemple dans Le Sphinx de bronze de Arthur Marial, la mer était sinistre, avec ses longues houles vert de gris, au bercement hypocrite. Dans Le curé du village de Honoré Balzac, les chênes formaient des masses de bronze florentin, les noyers, les châtaigniers offraient leur ton vert de gris, les arbres hâtifs brillaient par leur feuillage d'or, et toutes ces couleurs étaient nuancées par des places grises incultes. Ou encore, chez Maupassant, dans Une vie, des lumignons pendus aux branches donnaient aux feuilles des nuances de vert de gris. Cet aspect poétique donné à l'expression vert de gris contraste avec des usages plus péjoratifs. De manière assez surprenante, le vert de gris devient pour Balzac, dans Le Père Goriot, une odeur. Pour elle seule, cette mélange jaune et morne, qui sentait le vert de gris du comptoir, avait des délices. Le vert de gris est aussi évoqué comme un poison. Ainsi, on relève dans Cousin Pons, toujours de Balzac. Durant cette visite de quelques minutes, il laissait tremper la rondelle en cuivre et, en s'en allant, il la reprenait par la ficelle. Cette légère addition de cuivre chargé de son oxyde, communément appelé vert de gris, introduisit secrètement un principe délétère dans la tisane bienfaisante, mais en proportion homéopathique, ce qui fit des ravages incalculables. Voici quels furent les résultats de cette homéopathie criminelle. Le 3e jour, les cheveux du pauvre Cibot tombèrent, les dents tremblèrent dans leurs alvéoles, et l'économie de cette organisation fut troublée par cette imperceptible dose de poison. De même pour Zola dans La joie de vivre. Si tu crois que je ne le sens pas, tu mets du cuivre et du vitriol dans tout, c'est ça qui m'étouffe. Je n'ai rien, je me serais levé ce matin si tu n'avais pas fait fondre du vert de gris dans mon bouillon. Hier soir, oui, tu as assez de moi, tu voudrais m'enterrer. L'idée était de confronter les recettes antiques, voire moyenâgeuses, que l'on peut trouver dans la littérature de la peinture à un protocole moderne, testé et validé en laboratoire. Voici les étapes de notre synthèse. Toutes les masses et les volumes ont été calculés pour une masse finale théorique de 10 grammes. Nous commençons par verser goutte à goutte 20 ml d'ammoniac, NH3, à 10% en masse dans une solution aqueuse composée de 13,7 g de sulfate de cuivre pentahydraté, CuSO4, 5H2O. Il se déroule alors dans la solution une réaction acido-basique, autrement dit un transfert de protons entre les molécules d'eau portées par le sulfate de cuivre et l'ammoniac. On écrit alors H2O plus NH3 est égal à HO- plus NH4+. De l'hydroxyde de cuivre, CuOH2, d'un bleu foncé qu'on peut voir apparaître à chaque goutte d'ammoniac est alors formé, de même que de l'eau et du sulfate d'ammonium. Si on suit la réaction dans son intégralité, on a 4 mol de sulfate de cuivre pentahydraté plus 6 mol d'ammoniac est égal à 4 mol d'ion cuivre plus 4 mol d'ion sulfate plus 6 mol d'ion ammonium plus 6 mol d'ion hydroxyde plus 14 mol d'eau est égal à 1 mol de sulfate de cuivre, 3 mol d'hydroxyde de cuivre plus 3 mol de sulfate d'ammonium plus 14 mol d'eau. Il est important de préciser que cette réaction n'est pas totale. En effet, sur 4 mol de sulfate de cuivre mis en contact avec l'ammoniac, seuls 3 deviennent un hydroxyde. Il se forme alors, après filtration, un complexe cristallin entre le sulfate de cuivre restant et l'hydroxyde de cuivre formé. Cette structure cristalline est mise en évidence par la présence du point noté entre les deux molécules. Après filtration, on récupère une poudre bleu clair composée de sulfate de cuivre et d'hydroxyde de cuivre. On place alors ce composé en solution aqueuse, dans laquelle on verse 13,8 ml de soude de concentration 2 mol par litre. Il se déroule alors une simple substitution entre le groupement sulfate du cuivre restant et le groupement OH de la soude, présente sous la forme Na+OH-. On obtient aussi nos 4 mol d'hydroxyde de cuivre, que l'on recueillera pour la réaction suivante, ainsi que du sulfate de sodium, qui sera éliminé lors de la filtration. Si l'on écrit la réaction, on a donc 1 mol de sulfate de cuivre plus 3 mol d'hydroxyde de cuivre plus 2 mol de soude ou d'hydroxyde de sodium est égal à 4 mol d'ion cuivre plus 1 mol d'ion sulfate plus 8 mol d'ion hydroxyde plus 2 mol d'ion sodium est égal à 4 mol d'hydroxyde de cuivre plus 1 mol de sulfate de sodium. Le substrat obtenu après filtration est bleu clair. Cependant, il ne faut pas tarder à l'utiliser pour la dernière étape, car en effet, l'hydroxyde de cuivre peut s'oxyder à l'air, donnant un oxyde de cuivre, CuO, de couleur noire, ce qui fausserait l'ensemble de la synthèse.
On place alors notre poudre bleue d'hydroxyde de cuivre en solution aqueuse dans laquelle on verse 6,3 ml d'acide acétique pur, que l'on connaîtra comme le vinaigre utilisé par les Grecs. On a là encore une réaction acido-basique, un transfert de protons entre les deux réactifs. L'acide acétique va donner un hydrogène à l'hydroxyde de cuivre qui laissera se former des ions cuivre ainsi que de l'eau. On écrit alors 1 mol d'hydroxyde de cuivre plus 2 mol d'acide acétique est égal à 1 mol d'ion cuivre plus 2 mol d'ion hydroxyde plus 2 mol d'ion acétate plus 2 mol d'ion hydrogène est égal à acétate de cuivre monohydraté plus eau. Il se forme alors, en fin de réaction, un précipité bleu-vert. L'acétate de cuivre est alors monohydraté. C'est après filtration et séchage en étuve qu'on obtient notre pigment vert de gris. Pour résumer, l'équation de réaction est la suivante. 4 mol de sulfate de cuivre pentahydraté plus 6 mol d'ammoniac plus 2 mol de soude plus 8 mol d'acide acétique est égal à 4 mol d'ion cuivre plus 4 mol d'ion sulfate plus 6 mol d'ion ammonium plus 2 mol d'ion sodium plus 6 mol d'ion acétate plus 6 mol d'ion hydroxyde plus 14 mol d'eau est égal à 4 mol d'acétate de cuivre monohydraté plus 3 mol de sulfate d'ammonium plus 1 mol de sulfate de sodium plus 18 mol d'eau. Comme nous pouvons le voir, la masse de pigment finalement obtenue est très faible, alors que les calculs de masse ont été faits pour 10 g de pigment. On n'en a ici que 0,5 g, soit un rendement extrêmement faible de 5 à 10%. Nos hypothèses se portent sur la cinétique même de la dernière réaction. En effet, il aurait fallu laisser plus de temps à l'acide acétique de réagir avec l'hydroxyde de cuivre. Ainsi, au bout d'un quart d'heure, la réaction acido-basique n'a pas eu le temps d'être totale. Aussi, la quantité de verre de gris formé était très faible. On peut également attribuer ces pertes aux propriétés mêmes du pigment. Comme on peut le voir ici, la poudre obtenue est extrêmement fine, et une partie a pu être perdue lors de la filtration. On peut également remarquer que les pertes sont conséquentes pour les deux premières filtrations, puisqu'en effet les liquides obtenus sont bleus, encore porteurs de précipités formés, et qu'on en cherchait à récupérer. Pour un meilleur rendement, on pourrait donc envisager d'améliorer la filtration avec des filtres plus performants. Une partie de ce verre de gris a été placée pendant une semaine dans une étuve à 100 degrés. Le pigment qui en résulte a perdu sa couleur verte intense pour devenir noir. La raison de ce changement de couleur n'est pas exactement connue. Mais dans son article Verdigris and Copper Resinate, publié sur le site Taylor and Francis Group, Herman Kuhn met en évidence la décoloration du verre de gris lorsque la peinture est trop exposée à la lumière. Néanmoins, il a été prouvé, comme il est dit dans l'article, qu'on ne peut pas attribuer cette altération à une quelconque décomposition de l'acétate de cuivre par la lumière. Ainsi, le verre de gris, bien que toxique et agressif, mais dont la couleur est l'une des plus intenses, a su traverser les siècles et s'imposer comme un pigment de qualité. Mais l'histoire de l'utilisation du verre de gris est indissociable de l'histoire de la chimie. Il est l'un des premiers pigments à avoir été synthétisé dans l'Antiquité par addition de vinaigre à des plaques de cuivre. Et aujourd'hui, il est possible de le synthétiser par des procédés chimiques détaillés et expliqués par la chimie moderne. Nous avons eu la chance de pouvoir tester ces deux synthèses et de mettre en contraste les produits finaux. Comme vous avez pu le voir, sur les images, 3 couleurs ont été obtenues. La synthèse antique nous donne un verre de gris très vert, la synthèse moderne, un vert bleu profond lorsqu'il est hydraté, et du noir au sortir d'une semaine d'étuve à 100 degrés. Ainsi, la pureté des produits peut être questionnée. Le vert bleu est un acétate de cuivre pur, qui a bruni pour une raison inconnue. Comme le souligne Herman Kuhn dans son étude, le verre de la synthèse antique a cependant de fortes chances de ne pas être pur. La formation de carbonate de cuivre CuCO3 ou encore d'hydroxyde de cuivre CuOH2 est rendue possible par le contact du cuivre à l'air. Ainsi, pour des rendements égaux, la synthèse moderne a permis d'avoir un verre de gris pur créé en 2h30, là où il aurait fallu attendre plus d'une semaine pour un pigment pollué par d'autres molécules. Entre chimie moderne et recette antique, ma couleur balance.